Vincent, on a parlé de beaucoup de choses ensemble, mais on n'a pas parlé des circonstances dans lesquelles vous avez été enlevé, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé? Oui, on d'abord dire que j'étais pas là-bas pour faire du tourisme. Non. Ça faisait déjà 19 mois que je travaillais pour une agence des Nations Unies qui s'appelle le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le HCR. S'occuper donc de l'aide humanitaire dans 5 républiques du Nord-Caucase. Je connaissais bien la région, je connaissais les risques. On prenait des précautions en matière de sécurité. C'est tous les jours véhicules blindés, garde du corps. Et puis un soir, il y a une faille dans un système qui était pourtant assez solide. En rentrant chez moi, dans un immeuble classique, assez délabré, là-bas les ascenseurs marchent mal, pas éclairés. Un commando m'attend lorsque j'ouvre la porte de mon appartement. Et puis après, c'est l'enchaînement, c'est un mauvais film, c'est à genoux à terre, c'est des minutes difficiles. On garde bâillonné et puis après, c'est la cagoule, c'est le coffre de voiture, c'est 3 jours, 3 nuits dans un coffre de voiture, et puis après, je suis transféré en Tchétchénie. Sur la détention, autrement, non, il y a des jeux auxquels on est obligé d'imaginer des jeux dans le noir, donc essayer de jouer aux dames, essayer de se visualiser un jeu de dames. Donc on joue une fois avec les noirs, une fois avec les blancs, donc on joue des deux côtés du jeu de dames. Essayer de traduire des phrases dans une langue, les repasser dans une autre, les repasser dans une troisième, enfin essayer de s'occuper l'esprit pour pas trop penser. Parce que penser, c'est penser aux proches, penser à la famille qui souffre, ma femme, à mes enfants, à mes parents, à mes frères, mes sœurs, tous les amis qui sont en train de se mobiliser en France, et ça je ne le sais pas. Donc essayez de ne pas trop penser. Comment vous imaginez la fin de la nuit pendant ces 10 mois? Parce que vous ne saviez pas que ça allait durer 10 mois. Me mettre debout sous la pluie, puis prendre l'eau sur le visage, serrer ma femme dans mes bras, jouer avec mes enfants, courir dans un bois, manger un steak au mori, toutes sortes de fantasmes comme ça. Regardez quelques images de la libération. Vous pouvez les commenter si vous voulez, Vincent. Où est-ce que vous êtes là? Là, j'arrive à Moscou, des gens du commando qui m'ont libéré, qui descendent de l'avion, qui sont blessés. Ça, c'est l'ambassadeur de France qui m'a beaucoup aidé pour me sortir de là-bas. Quelles sont ces images? C'est quand on vous a libéré? Ça, je viens... La voiture dans laquelle je me trouvais avec le groupe de ravisseurs est interceptée par les forces spéciales russes. Je ne sais pas qui est au-dessus de moi. C'est vous qui êtes à genoux, là? Oui, je ne sais pas si c'est le groupe qui me détenait ou si c'est des gens qui viennent me libérer. À ce moment-là, je l'ignore encore. En fait, c'était donc un commando russe, déjà, qui est venu m'intercepter entre la frontière tchétchène et la frontière ingouche dans un no man's land qui fait 150 mètres à peu près. C'est vous qui venez sauver, il savait qu'il venait chercher. Oui. Je voudrais juste un dernier point sur ce que vous entendiez de l'extérieur, ce que vous perceviez de l'extérieur. Vous avez dit au début de cette émission que vous avez développé votre ouïe, faute de pouvoir voir. Vous avez depuis perdu une partie d'ailleurs de votre acuité visuelle et développé votre ouïe, ce qui n'est pas paradoxal, mais au contraire compensatoire. Vous avez parlé de bruit d'enfant il y a quelques instants? Oui, je ne sais pas si vous avez vu ce film qui s'appelait Birdie, qui était sorti il y a quelques années. Donc je me mettais un peu dans une position comme ça sur un perchoir de mon lit, à essayer de percevoir tous les bruits autour, les bruits d'animaux qui vont au champ. Alors je ne sais jamais si c'est le matin, le soir, donc si les animaux vont ou reviennent des champs, si les enfants vont à l'école ou reviennent de l'école, mais on essaie de percevoir d'autres bruits, les oiseaux par exemple, les grenouilles, le bruit du vent, le bruit de la pluie. Et puis le pas des gardes, essayer de reconnaître les gardes, qui est là, parce que chacun marche d'une manière différente. Et chacun n'a pas la même personnalité? Non. Oui. Je comprends, très bien. Vous avez bénéficié d'une aide à la réadaptation, on appelle ça un débriefing, c'est ça? C'est Philippe qui l'a fait auprès de vous, ça a duré une dizaine de jours. Est-ce que vous nous dire en quelques mots, parce qu'il faut que l'émission se termine à un moment ou à un autre, en quoi ça consiste un débriefing? Eh bien, c'est une prise d'otage bienveillante. On a réceptionné Vincent à la descente au tarmac à Genève, une équipe, un médecin, somaticien, une infirmière et moi-même. Nous l'avons emmené avec nous parce qu'on ne savait pas dans quel état somatique il était dans un hôpital de la région de Genève. On l'a inscrit sous un faux nom dans un service de maternité où les dames ont dû se demander un petit peu ce que faisait cet homme hirsute. On est resté 8 jours. Pour éviter d'avoir les journalistes sur le dos, etc., j'imagine aussi. Et l'idée du débriefing, c'est de prévenir toutes les séquelles possibles par la suite, autant que possible. Alors, ce qu'on fait, on parle beaucoup dans le détail de ce qui s'est déroulé. On y associe tous ces aspects sensoriels. On essaye de décoder, on essaye d'associer les émotions qui sont là, de donner des informations sur ce qu'il ressent, comment il réagit, parce qu'il est complètement désorienté, encore une fois. Et je me souviendrai toujours, Vincent, quand on s'est
aperçu à l'hôpital, tu m'as dit, toi le psy, j'ai beaucoup à te raconter. Et c'est vrai qu'on a parlé pendant 8 jours beaucoup avec toi et le médecin et l'infirmière. Pourtant, il me semble que malgré le débriefing, les gens qui ont vécu des expériences limites extrêmes, ils gardent une part incommunicable. Et Malika aussi, ma spéléologue dans sa grotte, une chose qu'ils ont vécue là-bas ne peut pas être dite aux autres. Et ça, toute leur vie, ça reste, et c'est une grande douleur. Et malgré la sérénité affichée et l'admiration qu'on a pour vous, vous satisfaisez notre curiosité, comment ça s'était passé concrètement, vous arrivez à le dire. Et je suis certain que quand vous rentrez chez vous ce soir, il y a encore un truc qui n'a pas été dit. Je vais poser la question la plus con de ma vie. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à nous, qu'est-ce que vous ne pouvez pas nous dire? Oh, il y a Prévert qui disait il y a trop de choses à dire pour pouvoir le dire. Donc on choisit les mots, on choisit les émotions, on choisit les moments. On ne choisit pas toujours les personnes. Hein. Pour ça, tout à l'heure, il y avait quelques critiques sur parler à un psy. Un psy, d'abord, c'est quelqu'un avec qui on peut tout dire. Hein, des fois, avec les proches, ce n'est pas aussi facile de parler de ce qui touche le plus. Et bon, ces gens-là sont faits pour ça, donc il ne faut pas hésiter à se vider, à verbaliser tous les problèmes. Et puis bon, avec mon épouse, avec mes enfants, ça vient par petits bouts, quoi. En quoi cette expérience vous a changé? C'est ma dernière question. Essayer de vivre à plein certains moments, essayer de ne pas se réserver pour le futur, de ne pas s'économiser pour le futur. Le futur, on ne sait pas ce que c'est. La vie peut s'arrêter très vite. Donc bien vivre les choses avec les gens, donner le meilleur de soi-même, essayer de le donner tout le temps. Sans économie, et puis vraiment essayer de partager des choses qui en valent la peine. Je crois que je manque un petit peu de patience pour beaucoup de choses, j'en ai pour d'autres. Qu'est-ce qui vaut la peine? Qu'est-ce qui vaut la peine? Rencontrer des gens, leur donner, partager, aider les autres encore. Il y a du boulot à faire sur le plan humanitaire, hein, on le voit tous les jours à la télé, donc il ne faut pas renoncer non plus à tout ça. Monsieur Boudard vient nous rejoindre pour la conclusion de cette émission. S'il vous plaît, mesdames, messieurs. Bonsoir Alphonse. Tenez, venez vous asseoir. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? J'en sais très divers ce qu'on peut en penser. Moi, j'ai eu une expérience beaucoup plus ancienne, qui est... De prison? De prison, tout de suite après la guerre. Donc vous avez un regard différent, je veux dire un regard avec expérience que vous avez pu porter sur le récit de tous nos invités. Comment si j'ai retrouvé des choses à travers, à travers les détenus, notamment. Bien sûr, parce qu'il y a quelques dénominateurs communs. Oui. Il y a aussi le fait qu'ils n'ont pas assez parlé. Dans l'enfermement, il y a deux parties. Il y a la partie où on se trouve avec d'autres, et là, il y a la promiscuité. Oui, c'est moi qui oui, c'est un chapitre que j'ai aidé parce que ça a été esquissé, mais... J'ai prévu d'en parler plus, hein, je prends mes excuses d'ailleurs, mais on a parlé tellement de choses qu'il fallait... Il y a la solitude. Moi, je préférais, et beaucoup, vous aussi, non? être en cellule. J'ai été, il y a 2 ans, à Liancourt, où j'avais passé 2 ans. Autrefois, c'est un sanatorium pénitentiaire. J'ai vu des détenus, là, qui avaient des peines assez longues. Eh bien, beaucoup me disaient, enfin ceux qui ont bavardé avec moi, qu'ils essayaient de se faire mettre à l'isolement. C'était presque une sanction pour ne pas subir toute la journée la télévision, le bruit et les autres. C'est difficile d'expliquer à Malika qui a souhaité plutôt se rapprocher de sa famille quand elle était isolée, mais enfin bon, chacun... Oui, mais ça, je veux dire que Malika ou ce monsieur, ils subissent la pire des choses, parce qu'ils sont innocents, et on les met en prison. Tandis que monsieur Pascal, ou monsieur ou moi, on a fait quelque chose. Quand vous avez écouté, par exemple, les 2 sœurs, sœur Catherine et sœur Marie-Pierre, et parler de leur enfermement à elles, qui est un choix, vous l'avez vécu comment, celui-là, d'enfermement? Écoutez, moi, mon enfermement... Non, je peux vous parler des autres, monsieur Boudard. Non, parce que ça n'a rien à voir. Je veux dire que j'ai mieux compris que monsieur Lacombe, parce que je ne peux pas pénétrer dans leur univers. Donc, elles ont des raisons à elles tout à fait particulières. Moi, je suis à côté, mais je ne suis pas apte à juger ça. Voilà ce que je dis, simplement. Je ne suis pas apte à juger la foi, je n'ai pas la foi. Oh, pas du tout, pas un seul instant. Je sais, j'existais plus, j'existerai plus. Bon, puis voilà. Alors, le temps que je suis là, il faut essayer de le passer. Vous avez été oppressé pendant cette émission, comme si vous étiez à nouveau enfermé, ou au contraire, vous l'avez vécu comme un voyage? Non, vous savez, c'est quand même lointain. Simplement, je sais qu'elle m'habite toujours, la prison, puisque je m'aperçois qu'elle est le sujet de la plupart de mes livres.
Et que c'est les gens que j'ai rencontrés, que j'ai côtoyés de toutes sortes, je les ai entendus, j'ai écouté leurs propos, et tout d'un coup, c'est eux qui me reviennent et qui nourrissent ma plume. Et voilà, votre dernier bouquin d'ailleurs évoque aussi le sort d'un prisonnier qui est donc secouru, accompagné en tout cas pendant sa détention par une châtelaine. Il y avait des visiteuses. Voilà, il y avait des visiteurs et des visiteuses. Et là, il a tout d'un coup une visiteuse tout à fait exceptionnelle, qui est la femme d'un banquier. Comme il est beau mec, il l'emballe et ça me fait un roman.